Je me suis dit que j'étais un vaurien. C'était très compliqué pour moi. Sur la route, je me posais des questions. Je me suis vraiment mis parce que moi, franchement, quand je quittais le Sénégal, le plan était simple. Moi, je pensais que je vais arriver en une semaine, je vais trouver du travail, commencer à gagner de l'argent, envoyer de l'argent à ma mère. Mais quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que la réalité était tout autre. Voilà. Donc, quand je suis arrivé à Paris, Bonjour tout le monde, on revient dans la deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir ici Babacar. Babacar, il est étudiant, il travaille dans le monde RH et c'est quelqu'un qui a eu un parcours pas facile, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de galères. Et aujourd'hui, on a le plaisir de l'accueillir ici pour qu'il nous partage en tout cas tout son parcours. Et ton adaptation, pour le coup, ça s'est fait au fur du temps et tu m'expliquais qu'il y avait quand même une barrière de la langue. Donc déjà, les gens, ils te parlaient, enfin, tu comprenais pas. Enfin, et par la suite, toi aussi, quand tu parlais avec eux, donc je pense qu'il y avait quand même des difficultés oui, parce qu'il y avait un décalage par rapport à l'accent. On exactement. te demande d'articuler, tu te poses la question articuler. Ex- Je dois articuler. Donc, c'était un peu compliqué pour le coup cette première semaine, mais Ouais. malgré ça, tu as su rebondir. Oui, alors, quand je suis arrivé, à chaque fois, quand j'essayais de parler, pardon, comment, les gens ils comprenaient jamais ce que je disais. Ouais. En plus, moi, je suis un peu laconique, donc je ne parle pas beaucoup. Donc, les gens ils comprenaient pas. Et à l'école, en classe aussi, je ne pouvais pas participer. Pour ça aussi, les profs, tu essayais de parler. Oui, pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît. En fait, c'était la routine. Et moi, ça me saoulait. Raison pour laquelle je préférais rester dans mon coin, suivre le cours et ensuite rentrer. Mais après, j'ai vu que c'est pas ça qui va m'aider. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à participer de petit à petit. Surtout quand on avait cours d'anglais, parce que les Français, ils sont très nuls quand il s'agit des les langues étrangères. Donc tout ce qui est espagnol, l'anglais, je peux dire que j'étais le boss parce que moi, j'avais fait une formation sur ça. Donc je répondais à toutes les questions, j'étais là, je faisais un peu le mec. Donc ça m'a aidé un peu parce que, bon, après mes camarades, ils ont vu que j'étais pas très très nul, c'est juste que je ne me suis pas encore adapté, mais que j'étais une personne intelligente. Et vu qu'ils avaient des difficultés parfois sur les langues aussi, ils venaient me voir de temps en temps pour me poser des questions. Mais le problème ne s'est pas arrêté là. On n'avait pas les mêmes délires. Par exemple, dans ma classe, la majorité, je veux dire 95%, ils fument. Quand on était en récréation, eux, ils vont aller fumer. Alors que moi, à l'époque, moi, je ne fumais pas. Bon, je ne fume toujours pas, je ne fume pas. Donc, eux, ils fumaient et moi, l'odeur, ça me dérangeait. Ce qui veut dire que quand on avait des pauses, je ne pouvais pas passer beaucoup de temps avec eux. Et aussi, leur délire, c'était pas mes délires. On n'avait pas les mêmes délires. Déphasage. Voilà, on n'avait pas les mêmes délires. Donc, ça aussi, ça complique les choses. Et un jour, je vais vous raconter une anecdote. Donc, en classe, on était en classe, le prof avait posé une question et moi je savais la réponse. Et du coup j'ai fait ça, monsieur. Parce qu'au Sénégal, on avait l'habitude de faire ça. Quand le prof pose une question, on faisait comme ça. Monsieur, on criait très fort. Et moi, quand j'ai crié et j'étais derrière, tout le monde s'est retourné. Tout le monde m'a regardé. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je pue de la merde ou quoi? Et c'est quelques secondes après que je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai fait ça, ce geste. En fait, ça fait référence quand tu appelles un chien ou voilà. C'est un peu péjoratif du point de vue des Blancs. Et mais moi, je ne comprenais pas sur le coup, mais j'avais trop honte ce jour-là. Donc ça aussi, ça m'a cassé un peu. À un moment, je n'osais plus lever la main, je n'osais plus participer pendant les cours. Et il y a une autre anecdote aussi. Un jour, on avait fait un contrôle et quand le prof est venu, il y a une étudiante qui lui a demandé, mais monsieur, est-ce que vous avez corrigé le contrôle? Et le prof, en toute sérénité, il a répondu, non, pas encore, j'ai pas encore eu le temps. Et ma camarade lui a dit, mais monsieur, arrêtez de mentir. Et moi, ça m'a choqué parce que au Sénégal, tu n'oses pas dire à un prof que tu mens ou arrête de mentir.
Effectivement, ouais. Mais le prof, il a juste souri, il a essayé de se justifier. Oui, non, c'est parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et après, c'est passé. Et même quand je suis rentré chez moi aussi, ça m'a travaillé. Donc, vite, j'ai compris que là, Babacar, tu n'es plus au Sénégal. Donc, il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu sois observateur pour que tu puisses t'adapter. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je regardais comment il faisait pour essayer de m'adapter, de m'intégrer. Bon, après, au fur et à mesure, je me suis intégré petit à petit. Je ne peux pas dire que je me suis fait des amis, mais bon, en tout cas, quand j'étais en classe, je me sentais bien. Voilà, je me faufilais dans la foule et voilà, tout se passait bien. Mais dès que je rentrais chez moi, c'était la solitude était mon nombre fidèle, la solitude, parce que j'étais tout seul dans ma chambre. Effectivement. Là, on voit bien que c'est le problème que rencontrent plus ou moins, je peux dire 90% en tout cas, des étudiants étrangers qui viennent faire les études en France, c'est-à-dire ce choc culturel. Et d'ailleurs, déjà, on n'a pas les mêmes rapports avec les profs, on n'a pas forcément les mêmes... Les relations ne se développent pas pareil qu'ici, comparé en tout cas dans les pays de l'Afrique. Surtout moi, je me rappelle aussi quand j'étais étudiant, il y avait des moments où j'arrivais à l'école et pourtant ça faisait quoi? Ça faisait presque 2-3 mois que je connaissais un peu tous mes camarades de classe, mais il y a certains qui passaient devant moi, ils ne me saluaient même pas. Donc moi, c'était bizarre aussi. Donc je me posais la question, j'ai fait quelque chose de mal. Donc on se pose tout le temps cette question-là. Mais effectivement, il ne faut pas que ça vous choque, en tout cas pour ceux à qui c'est déjà arrivé. Il ne faut pas que ça vous choque, mais oui, ça peut être des choses qui peuvent arriver. Donc on n'a pas forcément les mêmes... les relations ne se développent pas de la même manière qu'ici, qu'au Sénégal. C'est ça. En fait, ce qui est bien chez nous parfois peut être mal vu ici. Par exemple, nous, quand on a l'habitude au Sénégal ou en Afrique généralement, quand tu parles avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu ne le regardes pas les yeux dans les yeux, tu regardes par terre ou tu dévies un peu le regard. Alors que là, c'est un signe de manque de respect. Là, quand tu parles avec un prof, avec ton manager ou peu importe, surtout pour vous qui allez bientôt intégrer le monde professionnel, quand vous parlez avec votre manager, votre tuteur, votre responsable, il faut le regarder les yeux dans les yeux. Alors qu'au Sénégal ou au Mali ou peu importe dans les pays d'Afrique, tu ne peux pas faire ça. Donc voilà, vous pouvez aussi apprendre de nos erreurs pour ne pas répéter la même chose en tout cas. Et là, tu arrives quand même à t'intégrer petit à petit. Ouais. Mais quand même, financièrement, tu le vivais comment? Alors, financièrement, bon, après moi j'avais de la famille ici, bon, de la famille un peu lointaine, j'avais mes cousins, il y avait mon meilleur ami qui me soutenait aussi. Donc à la fin de chaque mois, on m'envoyait de l'argent. J'avais pas trop galéré financièrement, bon, même si il fallait quand même il fallait bien millimétrer ses dépenses pour tenir jusqu'à la fin du mois. Mais bon, ça va. Et ce qui m'avait le plus mis à mal, c'est... En fait, je mangeais la même chose tous les jours. Pas parce que j'avais pas beaucoup d'argent, mais je ne savais pas cuisiner. Et à un moment donné, il y a mon meilleur ami qui vivait ici en France, à Paris à l'époque. Il est venu c'est la seule personne qui est venue me rendre visite pendant presque 1 an, quand j'étais dans mon village là, à Bazaï. Donc c'est la seule personne qui est venue me rendre visite. Et il a vu que je ne savais pas cuisiner, parce que lui, il a vécu ici quand même 2 ans ou 3 ans avant moi. Donc lui, il savait faire quelques plats du Sénégal. Donc il m'a montré, et sachant que moi, j'avais que des casseroles, c'était juste pour faire des omelettes. Tu ne peux pas, par exemple, pour faire du tiep, il te faut une grosse marmite. Donc moi, j'avais pas tout ce matériel. Donc lui, quand il est venu, donc il m'a montré quelques plats, comment on faisait. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mon intégration, parce que après, finalement, j'ai commencé à manger des plats de chez nous, parce qu'avant, je mangeais que des pâtes. Et je me suis dit, là, pour t'intégrer, le meilleur moyen, c'est de trouver un travail. Donc, pour être indépendant financièrement, parce que ça me saoulait qu'à chaque fin du mois, on m'envoie de l'argent et tout. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un travail pour être indépendant. Sauf qu'il ne faut pas oublier que j'étais dans un désert. C'était très compliqué. Et là, j'ai commencé à faire mon CV. J'ai postulé en ligne. J'ai jamais eu de retour. Après, par la suite, j'ai acheté un vélo
pour aller déposer dans les villes environnantes, qui étaient un peu plus rythmées, avec beaucoup plus de magasins et de fast-food. Donc je prenais mon vélo chaque soir quand je finissais les cours pour aller déposer. C'est ce que je faisais, c'était ma routine. Je le faisais, je l'ai fait pendant des mois. J'ai jamais eu de retour. Même pas un appel. Même pas allô, bonjour monsieur, on a reçu votre CV. Et là, j'ai compris que c'était mort. Après, je suis allé sur le Bon Coin aussi pour essayer de donner des cours de langue. Mais parfois, j'ai eu des sollicitations. Mais dès qu'ils voient que tu es noir, tu es étranger, il y en a, ils se retirent. Alors quand je mettais l'annonce, j'avais des sollicitations. Mais dès qu'ils t'appellent et qu'ils voient que tu es noir, les gens, ils abandonnent. Ils ne veulent plus continuer. Ou je sais pas, peut-être c'est un manque de confiance. Je ne sais pas. Mais à chaque fois, j'ai remarqué que quand la personne t'appelle et que tu réponds, dès qu'il voit que tu es étranger, la personne arrête tout. Donc voilà, c'était compliqué. Et là, il fallait que je trouve des solutions parce que je ne pouvais pas continuer à être dépendant de mes frères, de mes cousins, en tout cas de ma famille. Parce que c'est une charge de plus. Et là, j'ai décidé de tout plaquer, de tout laisser à Bazaï, parce que j'avais déjà fini mon année, de venir à Paris, parce que vu que la majorité des personnes que je connaissais ici, ils travaillaient déjà, donc je me suis dit, pourquoi pas aller à Paris? Peut-être là-bas, je peux trouver du travail. Et avant de revenir, en tout cas, sur ton passage à Paris, tu suivais quoi comme formation Alors, à Bazaï? quand j'étais à Bazaï, du coup, mon rêve de voyager, quand je faisais mes choix sur Parcoursup, j'avais choisi de faire un BTS tourisme parce que quand tu es dans le tourisme, en tout cas, tu as la possibilité de voyager. Et moi, à l'époque, je voulais être hôtesse de l'air, hôtesse d'accueil pour vivre dans les avions. En tout cas, c'est ce que je voulais au début. Mais bon, je me suis rendu compte que c'est pas aussi si simple que ça. C'est pas parce que tu travailles dans le domaine du tourisme que tu vas voyager. Mais quand j'étais à Bazaï, donc j'ai fait un BTS tourisme et j'ai fait un an là-bas. Donc la deuxième année, j'ai trouvé une école ici à Paris pour continuer ma deuxième année à Paris. Et là, tu arrives à Paris, tu suis la même formation? Oui, alors quand je suis arrivé à Paris, vu que j'avais fait un an et le BTS ça dure 2 ans, donc il fallait que je continue ma deuxième année. Sauf que à Bazaï, pour valider mon année, il me fallait un stage. Et là, toute ma classe, tout le monde a trouvé sauf moi. J'étais le seul noir, j'étais la seule personne à ne pas trouver. Et dites-vous que parfois, mes profs, ils m'accompagnaient avec mon CV pour que je dépose dans des entreprises, dans des agences. Mais j'ai jamais eu de retour. Donc, pendant un an, j'ai pas eu de retour. Et donc, quand je suis venu sur Paris, l'année n'était pas totalement validée parce qu'il me fallait obligatoirement le stage pour que l'année soit validée. Donc voilà, quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé mon école pour continuer ma deuxième année. Mais l'étape prochaine, c'était de trouver un stage à Paris. Et quand je suis arrivé, je ne pouvais pas prendre un logement par moi-même, mais j'ai eu la chance d'être accueilli par mes cousins donc, qui m'ont hébergé pendant quelques mois, le temps que ma situation change. Voilà. Tu as fini par trouver le stage? Alors, quand je suis arrivé, parce que moi, franchement, quand je quittais le Sénégal, le plan était simple. Moi, je pensais que je vais arriver en une semaine, je vais trouver du travail, commencer à gagner de l'argent, envoyer de l'argent à ma mère. Mais quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que la réalité était tout autre. Voilà. Donc, quand je suis arrivé à Paris, bon, je me disais aussi que je vais trouver facilement parce qu'il y avait beaucoup plus d'entreprises et aussi il y avait mes semblables, il y avait des étudiants sénégalais, des étudiants étrangers. Sauf que quand je suis arrivé, j'ai cherché partout, j'ai continué à postuler, j'ai jamais eu d'entretien. Et finalement, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait le consulat, il y avait l'ambassade du Sénégal. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller là-bas postuler pour voir si eux, ils vont m'accepter? Donc, même si je sais que je n'allais pas faire des missions qui sont en parfaite collaboration avec le domaine que je suivais, ça va me permettre quand même de valider mon année.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur place, j'ai déposé. Madame Sawaré, je te passe un coucou. Donc, elle a accepté de me prendre en tant que stagiaire et c'est ce qui m'a aidé, en tout cas, à valider mon année. Et là, pour le coup, tu vis maintenant à Paris. Paris, quand même, c'est une très grande ville. Donc, forcément, on pourrait se dire que ton intégration, déjà, il y avait quand même. Voilà, ça a commencé à changer un peu comparé à ce que tu connaissais à Besailles. Et là, pour le coup, non. Tu peux quand même te permettre. On peut facilement se permettre de dire que tu peux trouver quand même un boulot. C'est ça. Un job étudiant. C'est ça. Alors, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, une fois arrivé sur Paris, je vais trouver du travail, je vais avoir des amis, je vais m'intégrer, je vais pouvoir sortir, je vais enfin pouvoir vivre la vie que je mérite. Ouais, sauf que ce n'était pas le cas. Déjà, j'ai trop galéré pour les stages, parce que les stages, je ne l'ai pas obtenu d'un coup comme ça. Avant, j'ai postulé. J'avais pas de stage. En fait, le seul avantage que j'avais quand j'étais sur Paris, j'étais hébergé. Et il y avait des membres de ma famille. Le soir, j'avais des gens avec qui parler. C'était le seul avantage. Mais sinon, ma vie était encore difficile, en fait, surtout mon intégration. C'était encore plus difficile. Et j'avais la charge de trouver un stage parce que mon année n'était pas totalement validée. Je vivais dans la maison de mon oncle, j'étais pris en charge et moi, ça me taraudait l'esprit. Je voulais être indépendant financièrement et surtout contribuer. Mais aussi, je n'arrivais pas à trouver un job étudiant, sachant que quand tu arrives du Sénégal, une semaine après ou un mois après, les gens ils vont commencer à te demander de l'argent. Bon, après, moi, ce n'était pas vraiment mon cas parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille qui me soutienne. Donc, ça va. Mais quand je suis arrivé, il y avait tout ça. Je devais trouver un stage, je devais trouver du travail. Je n'avais pas de logement à mon nom et je n'avais pas d'amis, je ne sortais pas. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à chercher. J'ai commencé encore à postuler. J'avais eu que des retours négatifs. Donc avec tout ça, avec toutes ces difficultés, quelques jours après aussi, on m'annonce aussi le décès de mon papa. Donc j'étais venu il y a à peine 1 an et quelques. Donc on t'annonce que ton père a rendu l'âme. C'était un moment décisif dans ma vie. Les difficultés de la vie, ça te passe dessus comme un rouleau compresseur, comme on le dit. Soit ça te tue, soit ça te change. Et moi, alhamdoulilah, de mon côté, ça m'a changé parce que c'était un tournant décisif pour moi dans ma vie. Et je peux dire que ça m'a permis d'être la personne que je suis devenue aujourd'hui. Donc voilà, c'était très compliqué, mais on a su gérer, on a su surmonter ces épreuves. Parce que chaque difficulté, en fait, est une occasion de grandir et chaque obstacle est une étape vers le chemin de ta réussite. Voilà. C'est magnifique. C'est hyper fort, en tout cas, les mots que tu nous envoies. Et... Merci beaucoup. Et aujourd'hui, en tout cas, dis-toi que voilà, même si ton père il est parti quand même, aujourd'hui, tu as su en tout cas tracer ton chemin, tu as su quand même aujourd'hui évoluer. Et prendre en tout cas le chemin en tout cas que tu t'étais fixé depuis le Sénégal. Exactement. Et je suppose qu'en fait tu es quand même fier de toi. Et là, pour le coup, toujours à Paris, on va rester quand même à Paris parce que je pense qu'à Paris il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et aujourd'hui d'ailleurs tu es à Paris encore. Et tu finis quand même par trouver ton premier boulot après 4 mois de galère. C'est ça. Donc, et tu as été, je précise bien, tu as été quand même viré au bout de 2 heures de boulot. C'est ça. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est ça. Donc, quand j'ai postulé, franchement, j'ai tout tenté, j'ai tout essayé. Je faisais des porte-à-porte sur place, en ligne. Il n'y a rien qui marchait. Donc, je me suis dit, peut-être c'est parce que je manque d'expérience. Du coup, moi, j'ai pris mon CV et je l'ai modifié. Donc, sur toutes mes expériences, j'avais mis employé polyvalent, équipier polyvalent. Donc, un équipier polyvalent, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Sachant que moi, j'ai jamais travaillé auparavant, quand j'étais à Dakar et tout, j'ai jamais travaillé. Mais je me suis dit, ça valait le coup de tenter
de tenter ma chance. Donc c'est comme ça que j'ai modifié mon CV. Je mettais partout équipé polyvalent. Et là, j'ai commencé à déposer. Et je crois le soir même ou le lendemain, je reçois un appel. Oui, bonjour Monsieur Nyang, on a reçu votre CV, que voilà, vous étiez à la recherche du travail. Est-ce que vous pouvez passer dans nos locaux demain pour un entretien? Bah, moi, j'étais motivé. Bon, la semaine, je faisais mon stage, mais le week-end, j'avais rien à faire. Et j'étais motivé. Donc, j'ai accepté. Ils m'ont proposé une date. Je suis parti faire mon entretien. Et toutes les questions que la dame me posait, est-ce que tu sais faire ça? Je disais oui. Tout. Alors que j'ai jamais travaillé de ma vie, genre pour gagner de l'argent, je veux dire. Mais toutes les questions qu'elle me posait, moi je disais oui, je sais faire. Ne vous inquiétez pas, madame, je sais faire. Moi je suis un Africain, voilà, je sais faire, je sais me débrouiller, ne vous inquiétez pas. Donc la dame aussi, elle était contente. Parce que quand tu es boîte d'intérim, c'est le genre d'employé, c'est le genre de salarié que tu as envie d'avoir. L'homme 12 métiers, l'homme couteau suisse, la personne qui sait tout faire. Oui. Et moi, je me suis présenté comme étant une personne qui sait tout faire. Donc elle aussi, elle était contente. Donc il m'a dit, d'accord, monsieur Nyang, c'est bon. Donc on a bien enregistré votre dossier, il est complet. Je pense qu'on aura bientôt une mission pour toi. Donc tiens-toi prêt. Bah, j'ai dit, ok, je suis rentré chez moi. Et je crois 2 jours ou 3 jours, elle me rappelle encore. Oui, bonjour monsieur Nyang, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a une mission pour toi demain à 6h30 dans un supermarché. Lidl ou Carrefour, je ne me rappelle plus. Je dis, oui, d'accord, moi je suis disponible. Elle me dit, ok, donc demain, je vais t'envoyer toutes les informations, l'adresse, les coordonnées et toutes les informations dont tu auras besoin. Bah, j'ai dit, oui, d'accord. Donc le matin, j'étais très motivé. Je crois que je me suis endormi à 22h pour être en forme. Hein. J'ai demandé à mon cousin de me prêter des chaussures de sécurité parce qu'il fallait avoir des chaussures de sécurité. Bah, je suis parti, j'étais confiant. Et je me rappelle la dame quand elle m'avait appelé pour la mission, moi tout ce que j'avais entendu c'est terminal de cuisson. Et quand j'ai entendu terminal de cuisson, je me suis dit ah cuisson, il y a cuisine, donc c'est forcément peut-être c'est faire des burgers ou couper des oignons. Ça de toute façon il n'y a pas de souci, je sais faire. Sauf que c'est pas ça. Le matin, je me suis réveillé tôt, je suis parti. J'ai arrivé à 6h, il n'y avait encore personne. Et à 6h45, il y a le directeur qui arrive. Ah oui, c'est vous, monsieur Nyang? J'ai dit oui, c'est moi. Il m'a dit, bon, pour le moment, le magasin il n'est pas encore ouvert, mais vous pouvez vous patienter. Dès que c'est ouvert, on va vous appeler, comme ça vous allez venir. J'ai patienté. Le personnel commence à venir et tout. Moi aussi, je suis venu. On a fait un petit débrief voilà, pour la journée. Et après, la dame, elle me dit, viens, je vais te montrer où est-ce que toi tu as travaillé. On est parti, j'ai déposé mes affaires, je me suis réhabillé. Et là, on est rentré dans une pièce. Il y avait 2 pièces. Et là, on rentre et elle me dit, ici c'est la chambre froide. Et là, c'est là où il y a comment il s'appelle? Le fournil. En fait, c'est là où on fait les pains, les pains, tout ce qui est... comment il s'appelle? La partie qui concerne... Oui, voilà, la cuisson, en fait, tout ce qui est... voilà, tout ce qui concerne en fait les pains, parce qu'il y a différentes variétés de pains. Donc, quand on est arrivé, moi, j'ai jamais utilisé ces machines. Et dans ma tête, je ne me suis jamais dit qu'on allait me demander de faire du pain. Et du coup, la dame, rapidement, elle me dit, ouais, là, tu as la chambre froide, ici, il y a ça, ici, il y a les différents types de pain. Et là, maintenant, c'est la machine. Genre, elle me présente la machine en même pas 2 minutes. Là, tu allumes, là, tu éteins. Parce qu'elle, dans sa tête, l'agence d'intérim lui a présenté, lui a dit que j'étais quelqu'un d'expérimenté. Donc, elle aussi, dans sa tête, elle va se dire, lui, il connaît tout. Il m'a présenté les différentes fonctionnalités de la machine. Et il est parti. Sauf que quand il est parti, moi, déjà, je galérais parce que dans la chambre froide, il faisait tellement froid. C'était moins 25 ou moins 30 degrés, un truc comme ça. À chaque fois que je devais rentrer pour récupérer les pains, pour les faire cuire, déjà, c'était chaud pour moi. Et lui, là, quand j'ai récupéré, j'ai commencé à faire les pains. Je n'arrivais pas. 30 minutes après, 1 heure après, la dame, elle revient et il voit que je n'ai pas avancé.
il n'y a pas de pain qui était prêt. Les clients commencent à venir. Je n'ai pas approvisionné. Et là, il me dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe là? Vous me semblez un peu perplexe. Je dis, non, madame, ne vous inquiétez pas, ça va venir là. Là, j'ai déjà commencé à faire les pains, ça va venir. Elle est partie, elle est revenue et elle a remarqué que le pain a cramé. Tous les pains que j'avais mis dans le fournil ont cramé. Et là, elle a crié sur moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais dégagez d'ici, vous nous faites perdre du temps. Allez-y, dégagez d'ici. Et c'est comme ça qu'elle m'a viré. Et sur le sang, ça m'a fait très très mal parce que je me suis senti quand même nul au fond de moi. Je me suis dit que j'étais un vaurien. C'était très compliqué pour moi. Sur la route, je me posais des questions. Je me suis vraiment mis j'ai vraiment perdu confiance en tout cas. Et ce jour-là, je ne suis pas rentré directement chez moi parce que quand je partais, j'avais dit à mon cousin que j'allais finir à 13h. Sauf que tu dois finir à 13h. Tu commences à 7h, à 9h, on te dit bye bye. Tu ne peux pas rentrer parce que pour peur de moquerie ou de dévalorisation, j'ai préféré traîner un peu dans Paris jusqu'à 12h et ensuite je suis rentré. Et quand il m'a demandé, je lui ai dit oui, ça s'est bien passé, j'ai travaillé jusqu'à 13h. Alors que j'ai fait que 2 heures. Bon, après, je lui ai raconté la vraie version de l'histoire quelques jours après. Mais voilà, ça m'avait vraiment affecté. Et du coup, je suis retourné chez moi. Là, j'avais décidé en fait de tout laisser. Parce qu'au au fond de moi, j'étais anéanti intérieurement. Donc là, tout ce que je voulais rentrer. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, ma vie, elle est vouée à l'échec, je vais rentrer parce que dans des difficultés, et c'est insurmontable, je ne peux pas. Moi, je vais rentrer. Et comment tu as fait par la suite quand même pour retrouver en tout cas ta confiance, pour pouvoir trouver en tout cas un job étudiant et devenir l'homme que tu es devenu aujourd'hui? C'est ça. Donc, suite à ça, suite à tous ces événements, je me suis assis, j'ai fait le point, je me suis dit, bon, Babacar, écoute, on ne t'a jamais dit que la vie était facile. Bon, bien vrai que moi, quand je quittais le Sénégal, j'avais vraiment une image très idéalisée de la France. Je pensais que c'était le paradis, que tout était possible, qu'il suffisait juste d'étudier et de travailler dur pour réussir. Sauf que ce n'était pas le cas. D'accord? Et je me suis posé des questions. Ma mère, elle m'a beaucoup soutenu. Mon ami aussi, ils m'ont soutenu. Et je me suis dit, la vie, c'est pas facile. Donc là, il faut que tu trouves des solutions pour t'en sortir. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que c'était impossible de trouver un job malgré mes multiples candidatures, j'ai commencé à travailler dans des associations. Donc j'ai commencé à faire du bénévole. Donc je me suis inscrit, je suis allé sur Internet, j'ai fait des recherches et j'ai vu une association qui s'appelait Linky. Donc Linky, c'est une association qui aide les étudiants, qui distribue des colis alimentaires. Et moi, je me suis inscrit en tant que bénéficiaire et en tant que bénévole. Ça veut dire que je les aide, mais à la fin, j'ai droit à mon colis. Et dans le colis, il y avait des fruits, des légumes, du pain parfois. En tout cas, beaucoup d'approvisionnement. Et moi, ça me permettait en quelque sorte de participer. Parce que, comme je t'ai dit, je suis toujours hébergé chez mes cousins. Et moi, à chaque fois, quand je récupérais un colis, vu qu'il y avait des légumes et tout, bon, ça me permettait en quelque sorte de participer parce que ça me saoulait que ma famille me prenne en charge et tout. Donc c'était une satisfaction pour moi déjà. Et j'ai commencé à me faire du réseau. Je me suis aussi inscrit dans des associations, j'ai participé à des événements associatifs, culturels et sportifs. Et ça, moi, ça me fait grandir mon réseau. Et en même temps, dans les associations où je suis inscrit, ça me fait grandir mon réseau aussi. Donc, suite à ça, j'ai rencontré des Sénégalais, des étudiants. Et à chaque fois, la première question que je leur demandais, où est-ce que tu travailles? Ils me disent, ouais, je travaille dans une supermarché ou dans un fast-food. Comment tu as fait pour trouver? Ah, par le bien d'un ami. Ah, je suis allé sur place. Ouais, moi, ça me donnait des idées. Et un jour, je suis tombé sur la bonne personne. J'ai rencontré un ami et à l'époque, c'était vers 2020, fin Covid. Vous vous souvenez, il y avait les centres de vaccination, il fallait prendre première dose, deuxième dose, troisième dose, tout ça. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il travaille dans des centres de vaccination. Et je lui ai dit, mais comment tu as fait? Il m'a dit, moi je suis rentré par le biais d'un ami, mais
bon, mon manager actuellement, il me fait confiance. Donc, si toi aussi tu es disponible et que tu veux travailler, je peux essayer de te faire rentrer. Ok. Bah, moi, c'est ce que j'attendais depuis des mois, depuis des années. Après, il m'a aidé à faire mon CV. Donc, je l'ai adapté en fonction de ses missions. Et là, j'ai déposé et son manager m'a appelé, il m'a proposé une mission. Sauf que là, tu es formé en fait, parce que c'était des centres de vaccination. En fait, même si on ne te forme pas, tu peux te débrouiller, parce qu'il fallait juste faire de l'accueil et réguler le flux, parce que les gens ils faisaient la queue, donc il fallait les orienter, il faut aller ici, ou parfois les aider à remplir des formulaires. Donc c'est des choses qu'on peut faire même si on n'est pas formé en fait. Donc voilà, suite à ça, j'ai trouvé mon premier boulot. Et je l'ai fait pendant plusieurs mois et je gagnais bien, je gagnais beaucoup d'argent, sachant que je ne travaillais pas beaucoup. J'étais nourri, il y avait un restaurant et tout. Ça a commencé comme ça. Je me suis fait un réseau et là, j'ai commencé à m'intégrer petit à petit. Et voilà. Et là, tu commences à goûter vraiment à la vie, en tout cas que tu as toujours rêvé, C'est ça. un boulot, avoir tes études en même temps, avoir quand même un peu d'entrée d'argent pour pouvoir quand même C'est ça. prendre soin de toi et Exactement. ne pas compter en tout cas sur les autres. C'est ça. Donc, dès que moi j'ai trouvé mon job étudiant, et là, je suis sûr que j'ai été validé, on ne va pas me virer parce que je maîtrisais les tenants et les aboutissants. Je me suis fait un peu d'argent parce que là où j'étais hébergé, mon oncle il me disait, ton argent c'est ton argent, on sait que tu n'as pas une bonne situation, donc ton argent, garde-le pour toi, économise. On sait que tu es étudiant, tu ne travailles pas beaucoup. Donc ne participe pas en fait, ne participe pas, ne donne rien. Quand on finit de faire à manger, viens manger. Donc moi, quand j'ai trouvé mon job étudiant et que j'ai économisé un peu, la première chose que j'ai fait, j'ai toujours voulu être indépendant financièrement. Et ce qui dit être indépendant financièrement, dit avoir son propre logement. Donc à l'époque, je ne pouvais pas avoir, c'était pas trop facile en tout cas pour moi de trouver mon propre logement. Vu que j'avais un contrat en intérim, c'était un peu compliqué. C'est plus facile quand tu es en CDD ou en CDI. Donc, ce que j'ai fait, j'ai parlé avec mon ami, donc mon meilleur ami, vu que lui, il travaillait. Donc, il a trouvé un logement et on l'a partagé pendant un bout de temps. Après, j'ai annoncé à mon oncle que j'allais quitter la maison. Il n'était pas trop d'accord, mais en fait, c'est quoi l'inconvénient de vivre avec des gens qui ne font pas des études, en tout cas, des modes comme on l'appelle chez nous, les immigrés. Le problème, c'est que parfois, tu n'as pas... C'est pas le lieu propice, en fait. C'est pas le bon environnement, parfois, pour faire tes révisions, pour faire des réunions. Par exemple, parfois, la nuit, tu dois faire des exercices. Eux, ils travaillent. Il y en a, ils travaillent pendant la nuit. D'autres, ils travaillent pendant la semaine. Donc, à chaque fois, tu as des contraintes. C'est ça le problème, en fait, quand tu vis. C'est pour ça, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous venez en France, essayez de vous approcher de vos semblables. Vos semblables, c'est les étudiants. Ne restez pas cloués à vivre avec les immigrés, comme on dit, les moudou. C'est pas parce que c'est pas des bonnes personnes, mais en fait, vous n'avez pas les mêmes atteintes et vous ne visez pas la même chose. Ce qui veut dire que moi, mon premier objectif, c'était de quitter le logement, comme je peux le dire, familial, pour être un peu plus indépendant et pouvoir gérer mes activités, en tout cas à ma convenance. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait à la suite quand j'ai eu mon job étudiant. Là maintenant, tu finis quand même ton BTS et après par la suite, Oui. tu as suivi quoi comme formation? Alors, lors des 2 ans, donc j'ai fini mon BTS. Mon dernier stage, je l'ai fait dans une agence de voyage. Et ça s'est très bien passé. Et eux, ils m'ont proposé de me recruter pour que je travaille avec eux. D'accord. Chose que j'ai acceptée. Donc, quand j'ai fini mon stage, pendant 4 mois, j'ai travaillé avec eux. Ça se passait bien. Mais le problème, c'est que dans les agences de voyage, en fait, tout le temps, il y avait des problèmes. Oui, mon vol a été annulé, vous m'avez prélevé sans mon consentement. À chaque fois, il y avait des clients qui venaient faire des réclamations, qui t'harcelaient au téléphone, physiquement, des violences verbales, physiques. Et moi, c'est quelque chose qui ne me parlait pas trop. Donc pendant ces 4 mois, je me suis rendu compte que ce monde-là, c'était pas fait pour moi. D'accord. Et par la suite,
à la fin de ces 4 mois, quand ils ont voulu entamer les démarches pour le changement des statuts, moi, je les ai fait comprendre que le domaine du tourisme, en fait, bien vrai que j'aime voyager et tout, mais avec tout ce que j'ai vu là, non, c'était pas fait pour moi. Voilà. Du coup, je veux bien, si vous voulez me garder, je veux bien continuer avec vous, mais pas dans ce domaine. Donc, parce que là, j'ai fait mes recherches et tout, donc je veux changer de domaine, je veux faire les ressources humaines. Je ne veux plus être dans tout ce qui est tourisme, voyage, tout ça. C'est bon. Et là, aujourd'hui, tu travailles en tout cas dans le monde du recrutement, en tout cas dans tout ce qui est RH. Et à côté de ça, en fait, tu as tes études. Donc, on peut dire qu'en fait, c'est une formation en alternance que tu as en train de C'est ça. suivre. Est-ce que tu peux nous parler de ta recherche d'alternance et comment tu as trouvé l'école et comment tu as trouvé ton entreprise et comment tu as fait en tout cas ton choix pour l'entreprise? Alors, ma première alternance, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas trop galéré parce que vu que l'agence, il voulait coûte que coûte me garder, il ne voulait pas me laisser. Moi, je les ai dit, si vous voulez me garder, prenez-moi en alternance, mais pas dans le domaine du tourisme, mais en tant que RH. Comme ça, moi, je vais gérer les stagiaires, tout ça, en tout cas, volet administratif. Et vu qu'ils voulaient me garder, ben, ils ont accepté. Donc, j'ai juste trouvé une école et j'ai signé mon contrat d'alternance. Donc, pendant 1 an, j'étais avec eux pour faire mon alternance. Bon, vu que c'était une petite entreprise, en 1 an, j'avais déjà fait le tour et je voulais explorer d'autres horizons, tenter d'autres choses. Bon, du coup, j'ai décidé de quitter l'entreprise pour aller chercher une autre entreprise. Donc, pour ma deuxième entreprise, c'était galère. J'ai cherché, j'ai postulé. J'ai eu des refus, des entretiens qui n'ont pas abouti. Et à la suite, il y a la RATP qui m'a accepté pour une alternance. Sauf que ça coïncidait avec l'expiration de mon titre de séjour. Bien vrai que j'avais anticipé, j'ai fait la demande bien avant, mais ils ont tardé à me délivrer mon titre de séjour. Et la RATP n'a pas voulu, bon, en tout cas, l'entreprise n'a pas voulu poursuivre avec moi. Et du coup, j'ai perdu l'alternance. Mais j'ai pas abandonné. J'ai continué à chercher. J'ai demandé autour de moi mon CV, je l'ai envoyé à toutes les personnes que je connaissais. Je l'ai envoyé à ma prof à l'époque, quand je faisais mon BTS. Donc, elle m'a beaucoup aidé, Madame Cotis, si tu vois cette vidéo. Elle m'avait beaucoup aidé. Bien vrai que c'était pas son domaine d'expertise, mais quand elle a regardé le CV, elle a vu qu'il y avait beaucoup d'incohérences, de choses à modifier. Du coup, elle m'a fait des remarques. J'ai modifié mon CV en fonction de ça. Et je me rappelle quelques jours après, j'ai décroché mon alternance donc, dans l'entreprise où je suis actuellement parce que ça fait 2 ans que je suis là-bas, quoi, je travaille là-bas. C'est quand même fou, toi qui étais déjà en fait dans le monde des RH et tu avais quand même des difficultés à bien adapter ton CV. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas, en tout cas déjà dans le monde des RH, donc à quel point, en tout cas, c'est important d'aller voir directement les gens qui sont beaucoup plus expérimentés. Exactement. Pour leur montrer en tout cas votre CV, votre lettre de motivation pour qu'ils puissent vous conseiller. Et si tu déposes 10 000, si tu fais 10 000 candidatures et que tu n'arrives pas à avoir des retours, revois quand même ton CV, revois ta lettre de motivation. Peut-être qu'il y a des incohérences, comme il l'a précisé. Exactement. C'est encore dans le monde des RH, donc faut pas hésiter à aller revoir des gens qui peuvent vous aider. Ouais. Exactement. Parce que je vous rappelle une chose, la folie, c'est de faire la même chose tous les jours et s'attendre à avoir des résultats différents. Vous postulez toujours avec le même CV et vous recevez des mails automatiques, des refus automatiques, mais vous persistez avec le même CV. Ça ne se passe pas comme ça. Si chaque entreprise vous refuse, ça veut dire que votre CV, il n'est pas adapté. Et je pense que je vais parler de ça un peu plus tard, en tout cas pour vous donner des conseils sur le CV. Mais là, en fait, le message que je voudrais passer, c'est que n'hésitez pas à faire relire votre CV par votre entourage. Même si c'est un prof, même si c'est moi qui n'a pas une expertise dans le domaine des ressources humaines, juste en regardant le CV, il peut voir des incohérences. Et ça peut vous aider. Parce qu'un CV, ça se joue sur des détails. Et ces détails-là, si ce n'est pas bien structuré, si ce n'est pas bien corrigé, ça peut vous poser des problèmes.
Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes responsabilités dans l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui? Moi, je suis chargé de mission RH, donc j'ai un poste un peu généraliste D'accord. et mes missions consistent à gérer différents aspects du personnel, allant du recrutement, c'est-à-dire l'identification des besoins, la publication des offres d'emploi et la conduite des entretiens. En passant par l'administration aussi du personnel, ça consiste à rédiger des contrats de travail, gérer les absences, par exemple les congés payés ou les congés de maternité, mais aussi les relations sociales et aussi l'intégration et le bien-être des salariés, mais surtout veiller à ce que les entreprises soient compétentes sur le marché. Donc ça, c'est la partie formation. Voilà. Mais les RH, c'est un domaine très très vaste qui inclut beaucoup de choses. Mais voilà. Et à côté de ça, tu es quelqu'un en tout cas qui est très engagé en tout cas sur la communauté. Tu aides pas mal d'étudiants qui veulent refaire leur CV, revoir leur CV. Tu les accompagnes aussi en tout cas pour faire leur CV. Et tu es quelqu'un en tout cas qui est très suivi sur les réseaux, en l'occurrence LinkedIn et en même temps aussi WhatsApp. Et sur LinkedIn, tu as 11 000 abonnés quand même, c'est énorme. Et je rappelle, il n'est pas encore dans le monde professionnel, il est encore étudiant. Donc le mec, il est balèze. Hein. Et en plus de ça, tu as 5000 personnes qui te suivent sur WhatsApp. Ouais, alors. Donc, comment tu as su développer cette communauté autour de toi? Alors, donc moi, j'avais remarqué que la plupart des étudiants, surtout étrangers, avaient un problème avec leur CV. Donc, ce qui était mon cas avant que j'intègre le monde des RH. Et quand j'ai intégré le monde des RH, j'ai appris pas mal de choses. Et moi, vu que ma passion, c'est partager, aider et inspirer, donc je me suis dit pourquoi pas aider mes semblables. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'aide pas que les étudiants étrangers, mais je me suis dit ça serait plus intéressant si je partage mon expertise, mes connaissances, que si je le garde comme moi. Comme on le dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît, puisque rien n'est noté, rien n'est enregistré. Donc, le savoir, c'est comme le sourire. Il n'a d'importance que quand tu le montres à quelqu'un d'autre. Donc, la connaissance aussi, il faut le partager pour que ça soit utile. Donc, moi, j'ai fait cette remarque et j'ai commencé par aider mon entourage, des amis que je connaissais. Et vu qu'ils ont été satisfaits en tout cas, de ce que je faisais, de mes retours d'expérience, ça leur a aidé à trouver l'alternance. Donc, ils ont parlé autour d'eux. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de sollicitations sur WhatsApp, surtout à l'époque, c'était sur WhatsApp. À chaque fois, je voyais des nouveaux numéros qui m'envoyaient des messages. Et j'arrivais pas à gérer tout ça parce que j'avais beaucoup de messages des gens qui me sollicitaient. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe WhatsApp et rassembler tout le monde. Comme ça, tout ce qui est conseil, en fait, ils vont recevoir les informations en même temps. Et par la suite aussi, ces gens-là étaient satisfaits, donc ils ont encore parlé autour d'eux. Et au final, le groupe était complet. Donc, il y a une personne qui m'a écrit, donc qui m'a proposé de créer des communautés qui va permettre d'accueillir beaucoup plus de monde. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé les communautés et là, on est plus de 5000 personnes parce que chaque groupe, il y a 2 communautés et chaque communauté contient 3 groupes. Et chaque groupe, il y a à peu près 1025 personnes. Je pense même qu'on fait plus de 5000 personnes. Et c'est quoi l'objectif de ces communautés? C'est de partager, c'est de s'entraider et de partager des offres d'emploi, des conseils pratiques sur le CV et plein d'autres astuces. Hein. On s'entraide vraiment, c'est fait pour l'entraide. Donc aujourd'hui, toi qui me regardes, si tu es à la recherche d'un stage, d'une alternance ou même d'un CDI, CDI, parce que nous, on est là pour tout le monde. Et l'équipe s'agrandit un peu parce que, comme je t'ai dit, moi, ma passion, c'est inspirer. Donc, j'ai inspiré pas mal de gens qui viennent en soutien, qui viennent pour me soutenir. Donc, si vous êtes à la recherche, n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire pour que je puisse vous intégrer dans ces communautés, en tout cas, si ça peut vous aider. En tout cas, on te remercie pour l'aide en tout cas que tu fais en tout cas pour les gens
qui sont soit dans le monde professionnel ou bien les étudiants. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être hyper intéressant, surtout pour les gens qui n'ont pas trop d'expérience et qui sont surtout en recherche d'alternance, surtout les étrangers. Ouais. Ils ont beaucoup plus de mal à trouver une alternance, une entreprise, donc c'est un peu plus compliqué. galère. Et pourtant, j'en connais des gens qui, je t'assure qu'ils ont vraiment l'incompétence et à sortir d'école, ils ont quand même Du mal. galéré, ils ont eu des difficultés à trouver déjà leur premier emploi. Exactement. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai en tout cas tous les liens, que ce soit son compte LinkedIn ou bien le compte WhatsApp. Donc je vais le partager dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Donc il a pas mal de tips à vous partager et qui pourraient éventuellement vous servir, quoi. Et justement, toi qui quand même aide pas mal d'étudiants à refaire leur CV, à chercher en tout cas une alternative, est-ce que tu as des conseils à nous partager en tout cas? Que ça soit en fait sur son compte LinkedIn, que ça soit en tout cas sur son CV, sur sa lettre de motivation ou de façon plus générale sur comment chercher vraiment une alternance, parce que l'alternance, trouver une entreprise en alternance, c'est quand même compliqué pour les étudiants étrangers. Ouais. Trouver une alternance, c'est très très compliqué et j'en sais quelque chose parce que tous les jours, je reçois beaucoup de demandes. Oui, je cherche une entreprise dans le domaine informatique, j'arrive pas à trouver, est-ce que tu peux m'aider? Bon, après, moi, j'ai pas vraiment d'entreprise pour vous recruter directement. Bon, après, surtout sur LinkedIn, il y a des gens qui me sollicitent, il y a des entreprises qui me sollicitent parfois. Pour me dire oui, on a besoin de tel profil. Si tu en as ou si tu connais des gens qui recherchent, n'hésite pas à les recommander. Mais j'ai pas d'entreprise directement pour vous recruter. Parce que bon, les gens ils savent que je travaille dans les RH, donc ils pensent que moi je peux recruter directement. Ça ne se passe pas comme ça. Mais si vous êtes à la recherche d'une alternance, en tout cas, armez-vous de patience et de persévérance. Parce que si vous pensez que l'alternance se trouve en un claquement de doigts, ça ne se passe pas comme ça. Et surtout, personnalisez vos CV, vos lettres de motivation. Donc, pour le CV, je ne pourrais pas vous donner tout ce que vous devez respecter, en tout cas pour avoir un bon CV, parce que c'est trop kilométrique en fait, c'est trop long. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de personnaliser votre CV à chaque fois quand vous postulez sur une offre d'emploi. C'est très important. Parce que sur un CV aussi, il y a une logique à respecter. Il y a des onglets. Donc, il faut que vous preniez en compte de ça. Et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous pour quand vous cherchez une alternance dans un domaine. N'hésitez pas à en parler parce que le bouche à oreille aussi, ça marche. Il faut postuler en ligne, en présentiel. En fait, il faut tout tenter. Il ne faut pas juste être derrière son écran et postuler. Postulez, allez sur place. Et aussi, vous qui faites des stages, il faut laisser une bonne image derrière vous parce que ça peut vous aider. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait un stage dans une entreprise et à la fin, on les a pris en tant qu'alternants. Donc ça aussi, c'est important quand vous faites votre stage. Tâchez d'avoir une bonne image parce que ça peut finir par être un contrat en alternance. Donc, c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es en tout cas très présent sur LinkedIn, est-ce que tu peux nous parler de comment en tout cas configurer son compte LinkedIn, comment l'optimiser pour espérer en tout cas trouver une alternance ou bien si on cherche notre premier job? Oui, alors déjà, c'est quoi LinkedIn? Parce que je sais que parmi les gens qui nous regardent, peut-être il y a des gens qui l'ignorent. Et c'est vraiment aberrant d'être étudiant, surtout étudiant étranger, et de ne pas savoir c'est quoi LinkedIn ou de ne pas avoir en tout cas un compte LinkedIn. Donc un compte LinkedIn, c'est un réseau social professionnel c'est un réseau social professionnel que tu peux créer avec ton parcours professionnel et ton parcours scolaire. Donc, suite à ça, tu peux te connecter avec d'autres professionnels. Maintenant, à quoi sert un compte LinkedIn? Déjà, avoir un compte LinkedIn te permet d'accéder à des milliers d'offres d'emploi, de te connecter à toutes les entreprises du monde parce que toutes les entreprises ont un compte LinkedIn. Ça te permet aussi d'échanger avec des professionnels expérimentés dans le domaine que tu suis, mais aussi ça te permet de gagner en visibilité. Parce que quand tu es présent sur LinkedIn, ça te permet de gagner en visibilité et tu pourras avoir accès à beaucoup d'informations.
Tu peux l'utiliser comme pour faire de la veille, parce qu'à chaque fois, on publie des informations qui ont un lien avec peut-être ton domaine d'activité. Et toi, ça te permet d'avoir des informations récentes, surtout sur ton domaine. Maintenant, si tu recherches une alternance ou même un CDD ou un CDI et que tu as un compte LinkedIn bien optimisé, mais avant, il faut savoir c'est quoi optimiser son compte LinkedIn. Donc pour optimiser son compte LinkedIn, il faut d'abord avoir une photo professionnelle. Ça c'est la première étape. Et ensuite, définir un titre concis et bref de tes objectifs, de ce que tu recherches. Par exemple, tu peux mettre directement recherche d'une alternance dans le domaine des ressources humaines. Et aussi, il faut remplir tous les onglets, que ce soit la partie formation ou expérience. Il faut que ça soit bien détaillé. Et suite à ça, il faut interagir. C'est quoi interagir? C'est liker, partager et commenter. Ça te permet de gagner en visibilité parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont la flemme de publier, comme je le fais moi. Mais la meilleure manière, franchement, de gagner en visibilité et d'être présent sur LinkedIn, c'est de publier. Mais si vous ne pouvez pas publier, c'est pas grave. Mais au moins liker, republier les posts qui vous semblent pertinentes ou en tout cas qui vous intéressent. Et surtout, commenter. Ça permet de faire vivre votre compte parce que si vous avez un compte LinkedIn fantôme, vous ne publiez pas, vous n'interagissez pas, vous ne likez pas, vous ne partagez pas, ça ne sert à rien. Voilà. Et les entreprises maintenant, quand tu leur envoies ton CV, ils vont directement aller sur ton compte LinkedIn. Bon, c'est comme un CV, mais le compte LinkedIn, ça te permet de donner beaucoup plus d'informations parce que sur un CV, tu ne peux pas dépasser 2 pages. Ce qui veut dire que parfois, tu as envie de mettre des informations ou des expériences, mais tu n'as pas assez de place. Parce qu'un CV, il ne faut pas qu'un CV, que ça soit trop condensé, qu'il y ait beaucoup d'informations, ou avoir un CV fourre-tout. Donc, un CV fourre-tout, c'est un CV où on met tout et n'importe quoi. Donc, sur LinkedIn, tu as la possibilité de détailler toutes tes expériences, tes projets professionnels. En fait, c'est ta vitrine, donc ça te permet de te vendre sur le marché et les entreprises, ils vont directement aller consulter ton profil. Et si tu les intéresses, tu n'as même pas besoin de postuler. Il faut le savoir, hein, si tu as un bon profil LinkedIn, c'est les entreprises eux-mêmes qui vont t'appeler. Tu n'as pas besoin de postuler. Donc, c'est très important d'avoir un compte LinkedIn. Ouais, c'est très important, c'est très intéressant en tout cas tout ce que tu viens de dire et c'est vrai que les gens ne mesurent pas en tout cas à quel point LinkedIn est puissant et c'est le meilleur moyen en tout cas de se valoriser, de mettre en avant en tout cas ses expériences et les compétences, tes compétences à toi. Et justement, les entreprises, ils vont se fier par rapport à tout ce qui a été rempli sur LinkedIn pour voir si est-ce que le poste qu'ils veulent proposer à quelqu'un, est-ce que ça marche bien avec tes compétences à toi. Ouais. Il me semble que tu voulais rajouter quelque chose. Je voulais juste vous donner une anecdote. C'est quelque chose qui s'est passé récemment pour vous montrer comment LinkedIn est puissant. Il y a quelques jours de cela, j'ai un ami qui a fini de travailler, qui rentrait chez lui. Et en rentrant sur le chemin, il a vu un jeune homme, un jeune garçon, qui recherchait un stage pendant plusieurs mois, mais il postulait, il n'avait jamais eu de retour. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? En fait, il cherchait son stage désespérément parce que sans ce stage, il ne peut pas valider l'année. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire puisqu'il a tout tenté et rien n'a marché? Il a décidé d'écrire sur une pancarte qu'il cherchait un stage et il est allé à la Défense. Vous connaissez à la Défense, là-bas, il y a beaucoup de monde. Donc, il était là-bas avec sa pancarte debout et mon ami l'a vu. Et quand il l'a vu, bon, par curiosité, il s'est arrêté, il est venu pour regarder sur la pancarte et il a vu que le jeune homme cherchait un stage de 3 mois. Bon, ils ont parlé tous les deux, il l'a pris en photo et ensuite, il m'a envoyé les photos. Alors, il m'a écrit, il m'a dit, écoute, aujourd'hui, j'ai vu une scène qui m'a touché et j'ai vu que toi, tu es très, en tout cas, impactant sur LinkedIn, tu as plus de 11 000 abonnés, peut-être ça peut aider. Et est-ce que tu peux l'aider, ce jeune homme? Bah, moi, j'ai pas une entreprise qui recrute directement, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris là, les photos que j'avais, toutes les informations, son CV, et je l'ai publié sur LinkedIn. Je l'ai publié. Le post
été viral. Il y a des milliers de partages, il y a des milliers de j'aime, il y a des centaines de commentaires. Et une semaine après, le jeune homme, il a décroché son stage. Mais vous savez où? À Total Energy. Il a décroché son alternance. Donc, est-ce que vous voyez à quel point LinkedIn est puissant? C'est incroyable en tout cas ce Voilà. que tu es en train de raconter. Et je pense qu'on te remerciera jamais assez, en tout cas pour tout ce que tu fais pour les gens. Et malgré ça, quand même, tu reçois quand même pas mal de critiques négatives, surtout. Oui. Et c'est méchant quand même le monde, hein, comme on le dit, quoi. C'est méchant quand même le monde. Comment tu vis ça? Enfin, comment tu vis cette situation-là? Rajouter que quand même, je précise quelque chose, c'est que c'est quelqu'un aussi qui est très présent, en tout cas sur TikTok. Aussi, il partage pas mal de tips, ses expériences, mais aussi pour partager en tout cas les histoires un peu des étudiants qui sont en galère un peu ici en France. Il aide pas mal de gens, mais malgré tout ça, quand même, tu reçois pas mal de critiques. Comment tu peux expliquer tout cela? Oui, déjà, c'est très compliqué pour moi d'être en alternance, c'est-à-dire de cumuler travail, études, vie pro, vie perso. C'est très compliqué, mais néanmoins, j'essaie toujours d'être présent, de partager, d'aider. Et la plupart du temps sur mes vidéos, parce que moi, sur les vidéos que je fais, ça parle sur l'intégration des étudiants étrangers. Ça parle de leurs difficultés. Parce qu'on a tous l'habitude de voir des gens qui font des vidéos pour parler de la belle vie de la France, de montrer les restaurants, la belle vie en fait. Mais on n'a pas eu vraiment la chance de voir des gens qui parlent sur la difficulté que font face les étudiants. Donc moi, c'est ce que je fais. Parce que je me suis dit, si je fais la même chose que tout le monde, ça n'a pas de sens. Donc je fais des vidéos où je parle un peu de la galère des étudiants, les difficultés qu'ils font face. Et le problème, c'est que je reçois des messages en privé ou parfois sur les commentaires, il y en a plein, vous pouvez aller regarder. Oui, des gens qui me disent, oui, mais toi, tu es méchant, tu as déjà fait ta vie et tu n'as pas envie que les autres étudiants viennent en France, c'est pour ça que tu es là en train de crasser dans la soupe, de parler du mal à la France ou de dire que la France c'est du n'importe quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Je fais ces vidéos juste pour vous sensibiliser. Parce que moi, j'ai pas eu cette chance en fait. J'ai pas eu cette opportunité. Quand on m'avait dit tout ça, que c'était ça la réalité du terrain, peut-être j'allais me préparer d'avance. Parce que quand j'arrivais, quand j'étais au Sénégal, j'avais vraiment une image idéalisée de la France. C'est seulement arrivé sur place que j'ai vu que la réalité était tout autre. Donc, les vidéos que je fais, c'est pas pour vous dire non, ne venez pas, non, allez ailleurs. C'est juste pour vous sensibiliser en fait. C'est pour vous permettre de vous préparer et surtout de mettre en lumière la réalité que font face les étudiants parce que il y a beaucoup de familles qui veulent envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, mais ils ne savent pas réellement ce qui les attend. Donc, grâce à ces vidéos, ça va leur ouvrir les yeux et ça va leur permettre de voir la dure réalité que font face les étudiants étrangers. Effectivement. Et à côté de ça, tu es quand même quelqu'un, en tout cas, qui aime bien entreprendre. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de tes projets là actuels et ou bien des projets futurs que tu souhaiterais mettre en place? Ouais, alors, moi, je suis très, très actif, je suis très, très opportuniste. En tout cas, j'ai pas mal de projets que je souhaiterais développer, que je souhaiterais mettre en place. En tout cas, j'y travaille dessus et ça avance pas mal. Pour l'instant, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus parce que, bon, c'est un processus comme on peut le dire. Mais en tout cas, je compte pas m'arrêter et je compte aller jusqu'au bout, hein, comme on le dit. Je vais faire de tout mon possible pour atteindre mon objectif, sachant que là actuellement, je ne suis pas là où j'aimerais être, mais je suis fier d'être là où je suis actuellement parce que j'ai quitté un point A pour arriver à un point B. Et je vous souhaite pareil aussi, si vous avez des projets dans la vie, n'hésitez pas à s'y lancer. Sortez de votre zone de confort surtout parce que je sais que beaucoup d'entre vous, c'est ce qui les bloque. Donc, allez-y, foncez. Bah, effectivement. Et aujourd'hui, on arrive vers la fin de l'émission. Quand même, comme on a l'habitude de le faire, souvent, on aimerait bien, en tout cas, pour notre invité, pour Seigneur Boy,
de donner en tout cas quelques conseils à ceux qui nous regardent, ou bien que ce soit les étudiants, ou bien plus généralement toi qui es dans le monde des RH, pour les gens qui cherchent en tout cas le premier job. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de ne pas se laisser influencer par les croyances limitantes. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous sont ambitieux. Beaucoup d'entre vous ont envie de réussir. Beaucoup d'entre vous ont envie d'aller loin. Mais on dit souvent que l'ambition, il est légitime quand on est prêt à payer le prix. Est-ce que toi, qui es devant cet écran, qui est en train de voir cette vidéo, tu es très ambitieux, je le sais, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que vous savez, l'endroit le plus riche au monde, ce n'est pas la banque, c'est les cimetières. Car là-bas, tu trouveras des gens qui ont un potentiel qu'ils n'ont jamais exploité. Des idées qui n'ont jamais vu le jour, mais des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Et toi qui regardes cette vidéo, pour éviter cela, tu dois faire le premier pas. En fait, il faut que tu sors de ta zone de confort. Car c'est comme ça que ta vie va changer. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, les erreurs que tu fais sont des leçons, mais ton inaction, c'est une vraie prison. Donc, si vous avez une rêve, si vous avez des objectifs, foncez, n'attendez pas. Et surtout, quand vous aspirez de venir en France, surtout ceux qui vont arriver bientôt, parce que ceux qui sont déjà sur place, ils savent déjà la réalité. Mais toi qui regardes cette vidéo, peut-être l'année prochaine, tu seras là. Renseigne-toi bien sur les dures réalités. Et comme ça, tu te prépares d'avance. Et surtout, il faut s'armer de patience. Armez-vous de patience. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Et j'espère qu'on va se retrouver au bout du tunnel. Et le soleil va toujours finir par briller. Peu importe les tempêtes, il y aura toujours le soleil. On va voir le bout du tunnel ensemble. Et bon courage à vous. Merci. Merci en tout cas, merci pour la force que tu nous envoies. Et c'est hyper intéressant en tout cas, toutes ces paroles. Et tu as une philosophie de la vie que tu as su cultiver en tout cas durant tout ton parcours. Ça se voit parce que tu es quelqu'un de très persévérant, tu baisses jamais les bras et tu vas jusqu'au bout de tes idées. Et en tout cas, c'est à magnifier, c'est à louer. Et on t'en remercie en tout cas d'être venu ici pour partager en tout cas ton expérience et donner vraiment de la force à toute la communauté, à tous les gens qui nous suivent, qui sont dans des galères, surtout les étudiants étrangers. Franchement, ton expérience en tout cas, je pense que c'est à inspirer. Et je pense qu'aujourd'hui, même si voilà, tu n'es pas encore dans le monde professionnel, en tout cas, tu as quand même une culture très développée du monde professionnel qui te permet aujourd'hui de réaliser des grandes choses. Et on t'encourage, on sera là pour donner de la force si besoin. Et raconte-moi ouvert pour toi, donc tu peux revenir quand tu veux pour nous reparler en tout cas de tes projets. Donc on sera là en tout cas pour t'accueillir. Et pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux leur dire s'ils veulent quand même te contacter pour avoir des conseils ou bien adhérer à ta communauté, comment ils peuvent faire? Faut savoir que moi je suis beaucoup actif sur... en fait, me connecter sur LinkedIn, c'est devenu machinal pour moi. C'est l'application que j'utilise le plus souvent. Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et si vous avez des questions un peu plus personnalisées, je vous invite plutôt à venir sur Instagram parce que sur TikTok, j'ai beaucoup de messages et j'arrive pas à tout gérer, j'arrive pas à suivre. Donc, il y a des fortes chances que si vous m'envoyez un message sur TikTok, que je ne le vois pas. Mais si vous m'envoyez sur Instagram, je suis très actif là-bas. Et pour ma communauté, pour adhérer, franchement, c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir un compte WhatsApp parce que c'est via WhatsApp. Et je peux donner le lien à Mort. Ou bien vous m'envoyez directement un message, comme je vous ai dit, soit sur soit sur LinkedIn,
ou sur Instagram. Bon, TikTok aussi, hein, si vous voulez. Mais TikTok, je ne peux pas vous envoyer le lien là-bas. Donc, c'est soit sur LinkedIn ou soit sur Instagram. Et je vous partage le lien. Vous allez juste cliquer pour vous connecter. Donc, franchement, c'est pas très compliqué. Et si vous êtes à la recherche d'une alternance, stage, CDI, CDD, peu importe, moi, je suis là. Je suis une personne très serviable qui est toujours prête à aider. Donc, n'hésitez pas à me solliciter sur vos CV, sur vos lettres de motivation. Et même pour optimiser votre profil LinkedIn, moi, ça ne me coûte rien de prendre 15 ou 20 minutes de mon temps pour vous aider à vous améliorer. On l'a déjà fait pour moi. Je suis là pour rendre la monnaie. Donc, n'hésitez pas. La porte est grandement ouverte. Et je remercie Mor aujourd'hui de m'avoir donné franchement cette opportunité de partager, de faire un retour d'expérience. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et voilà, j'espère que tu vas recevoir en tout cas d'autres invités d'une grande envergure. Bon. Des grandes personnalités en tout cas. Et les abonnés, ils font monter la visibilité. En tout cas, tu fais un très bon boulot parce que quand on est dans la diaspora, on a besoin de voir parfois ces genres de vidéos pour inspirer, pour motiver et surtout pour influencer positivement. Merci beaucoup. Bah écoute, Babacar, c'est nous qui te disons merci. Hein. C'est nous qui te disons merci de t'avoir déplacé, de venir ici, en tout cas partager ton expérience. En tout cas, on est très heureux, on est très content de t'avoir ici dans Raconte-moi. Tu veux terminer par quelques mots? J'ai rien à dire. En tout cas, likez, partagez, abonnez surtout parce que c'est des gros sacrifices qu'il est en train de faire, la logistique, le temps, tout ça. Donc, si vous voulez lui rendre la monnaie, partagez, likez, surtout abonnez. Écoute, on est là pour ça. On est là en tout cas pour vous inspirer. On est là pour vous motiver. On est là pour vous montrer la voie. Et c'était Raconte-moi. Aujourd'hui, on avait le plaisir d'accueillir Babacar. Allez le suivre sur ses réseaux sociaux. Vous avez tout partagé dans la description. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on évite en tout cas d'autres profils ou bien d'autres communautés. N'hésitez pas à tout me dire, balancer dans les commentaires. Et comme l'a dit Babacar, donnez vraiment de la force les gars. Likez, abonnez, partagez. Et comme ça, tout le monde pourra s'en servir. C'est important. Merci à vous et on se dit à la prochaine. C'était Raconte-moi. On est là pour vous inspirer. À la prochaine. Ciao.